On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on fait le bilan de la dernière saison du hockey parascolaire à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Il y a aussi le pré-camp qui s'en vient les 1er et 2 mai. Mais d'abord, parlons du Pont-Gouin. Il y a eu une soirée d'information il y a quelques jours pour dévoiler les grands enjeux de ce projet, d'ailleurs, qui va se mettre en branle dès la fin 2015. Mardi, le 31 mars dernier, environ 80 personnes se sont déplacées pour assister à cette soirée d'information sur le dévoilement du projet du Pont-Gouin, en fait, le remplacement de l'actuel Pont-Gouin. Notre invité est directeur de l'urbanisme à Saint-Jean-sur-Richelieu, Luc Castonguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, à cette soirée, le MTQ était là, mais en même temps, on sent qu'il y a deux portions au projet. Il y a le pont en tant que tel, qui relève principalement du MTQ. C'est leur pont, c'est leur structure, mais en même temps, il y a toute l'autre portion qui concerne les abords du pont, tant du côté de Saint-Jean que du côté d'Iberville, ce qui relève davantage de la ville. Dans le fond, cette soirée d'information, parce que je me disais, il y a des gens qui ont eu le plaisir d'y aller, mais il y a probablement des centaines, des milliers de personnes qui nous regardent en ce moment qui n'y sont pas allées. De quoi a-t-il été question à l'occasion de cette soirée d'information? Principalement, le but de l'exercice était, de la part de la Ville, de communiquer à la population quel est un peu le projet, dans le fond, de remplacement du Pont-Gouin. Bien faire comprendre aux gens quelle est la localisation qui a été retenue pour le nouveau pont, comment les approches vont être travaillées aussi du côté Iberville, du côté Saint-Jean. Présenter le style architectural de ce pont-là. Donc, la Ville a travaillé fort pour donner une facture un peu plus contemporaine puis un peu plus intéressante. Parce que on parle d'un pont qui est au cœur de notre centre-ville, qui est au cœur d'un vaste projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Donc, on voulait donner une facture très intéressante au niveau architectural à ce pont-là. Donc, présenter ça aux gens, puis montrer un peu de quoi allait être composé le pont aussi. Donc, trottoir, pistes cyclables, belvédère, le système de levis, le passage sous le pont du côté du Vieux-Saint-Jean. Donc, informer les gens par rapport à ce projet-là. Donc, au niveau de l'emplacement, rien n'a changé. Donc, c'est maintenant sûr à 100 % que le nouveau pont sera construit légèrement au nord du pont actuel. Tout à fait. Ça, c'est béton. Il n'y a rien qui va changer là-dedans. C'est coulé dans le béton pour différentes raisons. On avait évalué une dizaine de scénarios à l'époque pour déterminer avantages et inconvénients de chacun des scénarios. Puis vraiment, celui-là se démarquait des autres, à la fois par sa localisation, par le fait qu'on arrive dans les mêmes intersections. Donc, pour nous autres, ça allait bien au niveau de la gestion de la circulation également. Et surtout, la question des infrastructures importantes sous le pont. Une station de pompage immense du côté Iberville également, à proximité du pont. Donc, c'est des équipements que ça aurait été extrêmement coûteux de relocaliser dans notre ville. Bon, d'ailleurs, ça, c'est un point important parce qu'actuellement, si les gens regardent un peu, sous l'actuel Pont-Gouin, on constate qu'il y a beaucoup de câblage, de filage, il y a de la tuyauterie également. Donc, le pont sert, oui, pour le transport des personnes et des voitures, mais sous le pont, il y a de l'équipement, il y a des infrastructures qui servent, là. Tout à fait. Bell, Hydro-Québec et une conduite de refoulement majeure de la ville qui est située donc sous cette structure du pont-là et qui, évidemment, vont être reprises et vont être réinstallées sous le nouveau pont. Sous le nouveau pont. Tout à fait. Donc, ça sous-entend que l'actuel Pont-Gouin sera démoli? Tout à fait. C'est ce qui a été convenu pour 3 raisons principales, à la fois pour des raisons de sécurité. Les gens du ministère des Transports pourraient nous le confirmer, mais durant les inondations de 2011, entre autres, quand le pont a été fermé durant la période de crue, l'eau a monté à près de 20 cm donc, de la structure du pont, des poutres. Ça les a rendus quand même plutôt nerveux. S'il a fallu que la rivière vienne s'accoter sur le pont, c'est clair que donc, le pont aurait pu carrément décoller, les travées carrément et se être décoller, emporté vers le pont des trains. Courant, sauf que dans l'hypothèse où il y a un nouveau pont, ça voudrait dire que l'ancien pont irait dans le nouveau. Là. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, c'est question de sécurité, mais à la fois pour la nouvelle structure proposée. Question esthétique, de conserver cette vieille structure-là qui, en tout cas, personnellement, je n'y vois pas d'intérêt patrimonial là, à cette structure-là qui, de toute façon, a été complètement rénovée aussi dans les années 90. Donc, on ne parle pas d'une structure, là, puis un look architectural du pont là, qui est antique non plus. Et le pont aurait été... le nouveau pont va être à peu près 6 pieds plus haut que le pont actuel. Donc, aussi, ça aurait fait un peu bizarre d'avoir la nouvelle structure avec la vieille à côté. Et également, l'autre élément, c'est le système de levis. Donc, le système de levis actuel qui est en place, qui permet la levée pour laisser passer le bateau sur le canal, est désuet, déficient. Donc, ça aurait coûté aussi des coûts importants
de pouvoir continuer d'opérer une structure pareille, tout comme le reste de la structure qui aurait été cédée à la Ville, et c'est la Ville qui aurait hérité des coûts d'entretien de cette nouvelle structure-là. Donc, on a fait le choix d'équiper le nouveau pont avec deux bons trottoirs, une piste cyclable suffisamment large, des belvédères, pour justement aller donner l'opportunité aux gens d'avoir pratiquement une véritable promenade sur le nouveau pont, plutôt que de conserver la vieille structure. Bon, on s'entend évidemment qu'il y a un contexte de négociation entre la Ville et Transport Québec. Il y a eu aussi une négociation au niveau des coûts. Donc, le maire Fecteau en a déjà parlé dans les entrevues précédentes. Parce que, dans le fond, l'infrastructure appartient au MTQ. Le MTQ dit, écoutez, il y a un vieux pont, on le remplace par un nouveau. Mais c'est un pont de base. Donc, si vous voulez de l'équipement additionnel, ça, c'est à la charge de la Ville. Et là, il y a un jeu de négociation qui s'opère. Parlant du pont en tant que tel, parce qu'initialement, le ministère des Transports devait participer à cette entrevue. À la dernière minute, ils ont décidé de se retirer. Je pense qu'ils voulaient laisser toute la place à la Ville dans ce dossier-là. Mais quand même, Mme Séguin, qui est conseillère en communication au MTQ, nous disait la chose suivante, que l'objectif de commencer le projet en 2015 est maintenu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'échéance fait en sorte qu'au cours de 2015, donc d'ici la fin de l'année, on devrait commencer les travaux. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ce qui est prévu. C'est bientôt, alors? C'est très bientôt. Dès l'automne 2015, les travaux devraient débuter. Bon, elle nous dit également que le projet est à l'étape de l'élaboration du dossier d'affaires, plans et devis en cours de réalisation. Donc, ce que ça veut dire en français? Oui, en français. En français, ce que ça peut vouloir dire, dans le fond, c'est que eux, le ministère des Transports est en attente d'une dernière approbation du Conseil des ministres pour avoir l'aval final pour la réalisation d'un projet d'envergure. On parle d'un projet total de plus de 100 millions quand même. Là. Au total. Donc, c'est des frais majeurs là, en termes de projet. Donc, le ministère a ses procédures à respecter, mais on sent qu'ils tiennent et que selon les informations que nous avons puis les communications avec eux, ils sont très sérieux dans la démarche, puis il y a de très fortes chances que ça débute dès cet automne. Le ministère dit également les détails relatifs au projet échéancier, coûts, entraves, mesures d'atténuation seront précisés lorsque les ententes de collaboration avec tous les partenaires seront réglées, Ville, Parc Canada également, et le ministère des Transports, donc approuvé par le Conseil des ministres. Mais également, elle dit, le ministère compte réaliser une autre activité d'information en collaboration avec les partenaires lorsque le dossier d'affaires sera approuvé par le Conseil. Donc, éventuellement, il y aura aussi une autre soirée d'information? Tout à fait. On va tomber dans le détail un peu plus technique lors de cette rencontre-là qui devrait avoir lieu dans les semaines précédant le début des travaux pour informer les gens, entre autres, sur les entraves à la circulation, comment ça va être géré. La question aussi du bon voisinage. Le ministère met toujours en place des procédures puis il s'assure que dans le cadre des travaux d'envergure qui sont à proximité de gens qui ont leur lieu de résidence, comment ils vont gérer ça en termes de nuisances, le bruit, etc. Puis ils vont nous présenter aussi le phasage des travaux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'entre le mois de mars et le mois de juillet, le ministère ne peut pas faire de travaux dans l'eau, étant donné les contraintes au niveau de la faune, etc. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils souhaiteraient vraiment débuter une première phase de travaux avant cette période-là, pour après ça reprendre les travaux en rivière, là, possiblement après le mois de juillet 2016. Bon. Donc, on parle d'un projet qui, ça va prendre un an et demi à peu près? C'est environ 1 an et demi, 2 ans, la construction du nouveau pont. Ça comporte également les approches. Donc, approche du côté de Saint-Jean, intersection Saint-Jacques-Richelieu, qui va être refait en même temps. Et également l'approche 5e Avenue et 1er rue et Belleville. Bon, ça, c'était une autre de mes questions, parce que moi, j'ai vu les croquis. On le sait, bon, la Ville a procédé à l'expropriation d'un certain nombre de bâtiments entre l'ancien Greenberg-Pomme-Rouge jusqu'à l'ancien restaurant Le Comptoir, où il y avait déjà un parc là, qui allait jusqu'à l'ancien Richelieu. Évidemment, comme le pont sera construit au nord de l'actuel, on ne sera pas vis-à-vis la rue Saint-Jacques. Est-ce que ça crée problème au niveau du design lorsqu'on va arriver à Saint-Jean? Donc, on va arriver dans la partie gazonnée là, actuelle, c'est ça? En fait, on va arriver en angle légèrement. Par contre, on a suffisamment d'espace pour être capable de réaligner l'intersection. Réaligner vers la rue Saint-Jacques? Vers la rue Saint-Jacques. Dans le fond, à partir de la bande du canal, vous pouvez vous imaginer qu'à partir de la bande du canal, l'angle vers le réalignement de la rue Saint-Jacques va se faire. Donc, ça va être relativement faible, entre guillemets, là, pour la question de la courbe sur le pont. Ça devrait très bien se gérer. Du côté Iberville, la même chose. Donc, il y a déjà une courbe. Il y a une petite marina, je pense, qui est là. Oui, exactement. L'ancienne marina Langlois, que la Ville s'est portée acquéreur également. Donc, le pont va arriver à peu près à cet endroit-là. Puis après ça, va se réaligner. Sur la rue. Près de l'intersection de la 5e, sur la première 5e Avenue et Première rue. Exactement. Donc, on va se réaligner. Tout à fait. Et ça ne crée pas de problème au niveau urbanistique, design, fonctionnalité? Non, ça ne cause pas vraiment de problème là-dessus. C'est sûr qu'au niveau de la place publique, l'espace qu'on a libéré, donc qui actuellement est gazonné à l'angle de la rue Saint-Jacques et Richelieu,
Il y en a une portion qui va être occupée par l'accès, effectivement. Mais il va rester un espace. Le système aussi. Ouais. Et il va y avoir une cabine également pour la gestion du pont-levis qui va être située à cet endroit-là. Et il va rester un espace résiduel entre le bas, si on veut, de ce talus-là pour l'accès. Et le parc actuel. Et le parc il va rester actuel. combien d'espace? Voilà, par cœur, environ, c'est je une sais bonne pas. question. C'est l'équivalent d'à peu près 2 immeubles et demi qu'il y avait à l'époque, là, qui étaient sur place. Donc, Une soixantaine de pieds? moi, à peu près? plus que ça, Ah oui? peut-être plus de 150 pieds qui devraient être disponibles. Pour un autre usage éventuel. Soit un autre usage ou je vous dirais que plus ça va, plus on aime beaucoup le regard que ça donne sur notre rivière, cet espace-là qu'on a libéré. Donc, d'en rajouter une nouvelle construction aussi, c'est un pensez-y bien. Ce serait peut-être plus des équipements de service, peut-être des petits bâtiments. Certains avaient déjà lancé qui pourraient être intégrés dans le parc. le projet fou d'avoir une patinoire réfrigérée comme à Québec. Ça coûte des sous, vous allez me dire. Là. Oui, mais il y aurait l'espace pour le faire. On pourrait effectivement le prévoir là. Par contre, ce qui arrive, c'est que aussi le terrain va être en plante graduelle vers la rivière. Donc, Ça évidemment, crée ça problème. force de la création de plateaux. Ouais. Puis je vous dirais que aussi avec la place publique qu'on a là, le fait qu'on va éliminer la rue du Quai, donc la rue du Quai actuellement qui est entre la place publique et la bande du canal, va être éliminée parce qu'étant donné que l'accès va se faire uniquement par Directement sur Richelieu. Richelieu-Saint-Jacques. Donc, la partie rue du Quai, là, qui est entre Ça Saint-Jacques et l'ancienne n'existera station-service qui revient, il n'y en aura plus. Ça là. n'existera plus. Ça va être Donc, quoi? C'est piétonniers cyclistes? Quoi, effectivement, nous, dans le fond, dans le projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, on a une promenade Rive-Naine, un boardwalk, si on peut appeler, qui est prévu entre l'écluse numéro 9, la rue Saint-Paul, et la marina. Tout le long, promenade Rive-Naine sur le bord du Richelieu, mettre en valeur, rendre accessible le bord de l'eau à nos citoyens. Puis à ce moment-là, ce projet-là, cette bande-là, cette promenade-là va passer sous la structure du nouveau pont. Donc, on a une opportunité de faire quelque chose de pas mal intéressant à cet endroit-là. Donc, on parle d'un pont à 2 travées, Tout à fait. légèrement plus large, je présume. Dans le fond, en termes de largeur, ça va être l'équivalent de 3 voies pour permettre, par exemple, un véhicule qui pourrait être en panne, à ce moment-là, De ça contourner. ne bloque pas la circulation, puis OK. ça permet le contournement de cet obstacle-là. Mais c'est toujours Pour une simplement à double ambulance ou voie. quelque chose, Exactement. un véhicule d'urgence. Donc, on est dans cet esprit-là au niveau de la largeur, mais ça Ouais. donne un pont beaucoup plus large, évidemment. 2 travées pour les piétons et les cyclistes, Tout à fait. c'est bien ça. Et un pont-levis Ben, 2 travées, Oui. 2 trottoirs. On devrait avoir 2 trottoirs et une piste cyclable et en une plus. piste cyclable. Donc, c'est pas comme aujourd'hui actuellement où est-ce que c'est un trottoir qui fait office de piste cyclable. Là. Ouais. Ça va être vraiment une piste cyclable dédiée, un tronçon de la route verte. Et on parle d'un pont-levis qui devrait lever moins souvent parce qu'il va être un peu plus haut. Étant plus haut, effectivement, on a calculé qu'à peu près 50 moins de levée qui serait nécessaire au niveau du pont. Donc, durant la période estivale, notre centre-ville, des fois, peut être un peu congestionné quand le pont... C'est toujours priorité au bateau, il ne faut pas oublier ça. Donc, quand le pont lève, à ce moment-là, ça réduit la fluidité de la circulation. Ça va être réduit. Dernière question. Là, il va y avoir des travaux du pont qui vont durer presque 2 ans à compter de l'automne 2015. Il y a les travaux de l'entrée nord qui vont finir par commencer, je présume. Cette année. Cette année. Oui, cet été. Ultimement, il y aura l'enfouissement des fils puis la refonte des infrastructures ici même sur la rue Richelieu. Dans le calendrier, vous allez mettre ça où? Dans la séquence, si on fait une séquence rapide, là, donc le pont 2015-2016, fin 2016, ça devrait être la fin des travaux. En 2017, devrait démolir la structure existante parce qu'il faut comprendre Oui. que la circulation ne sera jamais coupée C'est entre clair. les deux. Donc, il va toujours avoir un accès, sauf peut-être à quelques semaines. Bon, bref. Ensuite de ça, dans la séquence, comme je vous expliquais, il va falloir faire nos 2 approches, Saint-Jean et Berville. L'entrée nord devrait être terminée, elle, débutée cette année en 2015, devrait se terminer avec l'aménagement d'une place publique devant Ouais. l'espace de la Trinquette fin 2016. Ensuite de ça, on va faire la rue Richelieu par tronçon. Donc, on fait petit bout par petit bout pour éviter aussi, on ne veut pas fermer la rue complètement là, durant un an de temps. Donc, ça va être par section qu'on va réaliser les travaux, réfection complète de la rue, revêtement de surface, enfouissement des fils. Et je vous parlais d'un boardwalk, donc tout Ouais, le bord sur de du l'eau également sur la rue du Quai à partir de 2018. Ça va être dans les cartons. Donc, en 2020, On va être un centre-ville. Ça va être fini, là. Ça va être parfait. Ça va être terminé. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle bien sûr de la polyvalente Marcel Landry.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Alors qu'on entame bientôt les séries dans la Ligue nationale de hockey, vous savez qu'à une autre échelle, il y a aussi du hockey junior, mais il y a aussi du hockey parascolaire. Il est très présent ici dans notre commission scolaire, notamment à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Deux invités, d'abord Luc Fortin, bonjour. Bonsoir, Nick. De même que Marco Lachance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc vous autres, la saison est terminée, là. En partie, il nous reste des tournois quand même et on est toujours sur la glace à tous les jours pour pratiquer parce que jusqu'à la mi-avril, on a la glace, puis par la suite, on a un peu d'entraînement hors glace pour terminer dans un tournoi fin avril. Une invitation qu'on a eue d'un tournoi de collège privé qui va être un peu savant international en ayant des équipes des États-Unis, de l'Ontario, du Québec. Fait que c'est notre dernier mandat là, pour cette année. Là, on se prépare pour ce tournoi-là. Bon, à quoi a ressemblé cette saison, la saison 2014-2015? Pour notre part, au cadet, la catégorie cadet à Marcel Landry représente les joueurs de secondaire 3 et de secondaire 2. Donc, c'est une nouvelle année pour nous, c'est une nouveauté. C'était la catégorie juvénile, secondaire 4 et 5. Cette année, pour nous, c'était notre première année. Et nous avons joué dans la catégorie division D2, le D2 qui est dans la région de Montréal, comparativement à l'équipe à Luc qui est division 1, qui est une division provinciale. On était à notre première expérience qui a été très, très enrichissante, très amusante. Écoutez, on a rentré, moi et Luc, dans le projet hockey scolaire Marcel Landry parce qu'on y croyait au hockey. Nous sommes deux entraîneurs qui proviennent du hockey civil à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Dumouchel, le coordonnateur, nous a approchés pour nous demander. Et puis, on a embarqué dans le projet, super bien. Nous, on a joué une saison de 22 parties dans les régions de Montréal. Et on a terminé, on a perdu la semaine dernière en demi-finale contre l'école de Mirabel. Donc, une très belle année. Au mois de novembre, on a eu une belle expérience au tournoi de Boston. On est allé faire un tournoi dans la région de Boston qui a été très amusante aussi, différent pour les joueurs et les parents de la région. Et il nous reste, à partir de la fin de semaine du 17 avril, un tournoi qui va se jouer dans la région de Victoriaville. C'est un tournoi qui est organisé par ce qu'ils appellent, dans le terme de hockey, le Prep School, francophone préparation scolaire. La fin de semaine du 25 avril, on s'en va jouer dans l'école La Polyvalente Chêne Bleue au Drogue d'Orion. Et on termine l'année, la fin de semaine du 8 au 10 mai, à JP, aux États-Unis. Une autre belle expérience enrichissante, ce qui va clore notre saison pour cette année. Donc ça, c'est pour les cadets? Oui. Bien ça. De votre côté, c'est les juvéniles? Juvénile, oui. De quoi a ressemblé la saison? Bon, premièrement, l'expérience a été extraordinaire de vivre au quotidien avec les joueurs. On a eu de la difficulté avant les fêtes en ayant beaucoup de blessures, maladies. Il a fallu aussi demander à des joueurs de quitter, tout simplement parce que le standard scolaire est très important dans notre ligue. Et puis là, ça a l'air drastique de demander de quitter. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous, c'est ça? C'est ça, puis où la fréquentation de l'école. Et puis, mais avant ça, il y a eu l'aide aux devoirs, il y a eu les récupérations, il y a eu les approches pour aider le plus possible. Fait que ça nous a nuit un petit peu parce que c'était quand même des bons joueurs. Puis un peu de manque d'effectifs à cause de nos blessures avant les fêtes. Le bon côté à ça, c'est que plusieurs joueurs de première année qui ont eu beaucoup de glace grâce à cette situation-là. Puis c'est des heures en bande pour la saison prochaine. Puis après les fêtes, on a repris le collier de la bonne façon, puis on a joué du meilleur hockey, jouant des games très serrés contre des bonnes équipes. Et puis, c'est sûr que le résultat final, on aurait dû être une équipe qui aurait dû finir 3e ou 4e au classement. C'est une ligue quand même assez forte. Et puis, on a fini 6e. Vu notre mauvais départ. Mais je suis très fier de mes gars, puis l'expérience est merveilleuse. Mais en même temps, ce que vous dites, parce que parfois les gens seraient tentés de dire, puis autant dans le hockey que dans le football, les écoles, on sait bien, ils nous disent ça, qu'ils font attention aux résultats scolaires, mais dans le fond, ils les gardent parce qu'ils sont bons
Vous, vraiment, vous dites non, vous avez vraiment respecté Absolument. les paramètres, les résultats ne sont pas là, on fait ce qu'il faut, ça ne marche pas, c'est terminé. Oui, absolument. Même si ça handicape l'équipe, là. Puis hier soir, on avait justement une réunion ensemble avec notre quatuor, qui est composé de M. Dumouchel, le coordonnateur, de M. Louis-Philippe Dubois, le directeur adjoint, qui chapeaute le programme, et de Marco et moi. Puis, on veut mettre encore plus d'emphase là-dessus. C'est ça l'important. Mais ça montre que vous êtes sérieux, autant auprès des jeunes que des parents. Absolument. C'est pas juste écrit comme ça pour le plaisir. Là. Non. Vous l'appliquez vraiment, là. C'est ça. Puis, si M. Dubois nous appelle un après-midi puis il dit à Marco, Jean-Pierre, tu ne l'habilles pas, nous autres, ça nous fait quelque chose pareil comme coach. Surtout, on joue avec une grosse équipe. Sauf que... Mais est-ce que ça a eu un impact sur les autres jeunes de voir justement les 2-3 collègues partir à cause de ça? Bien, c'est ça qui a aidé mon équipe à se relever parce qu'ils pensaient que ça n'arriverait pas. C'est des bons joueurs. Exactement. Fait que c'est... Ça a donné l'exemple. Ça a donné l'exemple. Est-ce que chez les autres élèves, est-ce qu'il y a eu une hausse du rendement scolaire? Bien, je crois que, écoutez, on parlait justement de Marcel Landry hier. On n'entend que des choses positives sur Marcel Landry, sur l'engouement du sport, sur le projet hockey. Puis, même si le juvénile était là depuis 3 ans, pour nous, pour notre quatuor, même si c'est M. Dumouchel, l'instigateur, puis qui a travaillé super fort pendant les 3 premières années, pour nous, on est à l'an 1 quand même. Et on s'est fait les choses, on a lavé notre linge ensemble, on a dit les choses qu'on a améliorées, les choses qu'on aurait dû mieux faire. Puis on n'avait pas de temps que ça, sauf qu'on avait des points importants à apporter. Puis c'est de bon augure, puis ça annonce bien pour les précamps. C'est quoi l'impact sur ces jeunes-là? L'impact qu'on a eu sur les jeunes cette année, surtout de mes joueurs, lorsque je les ai rencontrés individuellement, c'était de vivre en société, de vivre en groupe au quotidien, de se retrouver à la récréation, à un banc ensemble, à la cafétéria le midi. À 3 heures, on se regroupe à l'aréna. Donc, ils ont très apprécié d'être toujours ensemble, qui fait qu'on finit toujours par avoir une équipe qui est très unie. Donc, l'esprit d'équipe n'est pas à bâtir parce qu'à peu près une semaine, une fois que l'équipe est terminée, on sent déjà là, qu'il y a une belle complicité entre les joueurs. Avez-vous la conviction que vos joueurs, s'ils ne faisaient pas de hockey parascolaire, auraient peut-être un rendement scolaire plus difficile? Moi, dans mon cas, oui. C'est clair, oui? C'est clair. Puis, il faut préciser qu'un joueur peut être en PEI, en programme enrichi régulier, il peut être en AET, PDP, PP, peu importe. L'important, c'est que ce standard soit maintenu. Alors, oui, c'est sûr que l'important... Puis c'est le contrat principal, c'est l'école. Puis c'est-tu merveilleux, tu sais, puis comme Marco disait tantôt, la chimie entre les joueurs, comme de ce temps-ci, on commence à être à 3 périodes, 3 pratiques semaine au lieu de 5. Puis là, les 2 autres journées qu'on n'a pas, on s'ennuie tous. Puis même des fois, on va à l'aréna pareil dans la chambre de hockey, puis on se rencontre là pareil, puis fait que c'est fort. Et là, c'est déjà le temps de parler du pré-camp, donc en prévision de la prochaine saison. Absolument. Donc ça, c'est quoi, le 1er et le 2 mai? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans le pré-camp? Bien, pour ma part, le vendredi, j'ai 2 pratiques, 2 groupes de juvéniles, 2 groupes de joueurs. On attend entre 40 et 50 joueurs pour le pré-camp. On va pratiquer 2 fois le vendredi pour ensuite, le samedi, avoir un match entre ces 2 groupes-là. Puis, par la suite, parce que c'est un week-end assez complet qu'on est en train de monter tous ensemble. Puis, par la suite, on a un match d'exhibition de mon équipe actuelle contre probablement les policiers de Saint-Jean. Fait que ça va être c'est une belle fête avec des portes ouvertes. Puis, Marco, et du côté cadet? Le côté cadet, ça va fonctionner de la même façon. Sensiblement de la même façon. Par contre, d'ici le 1er et 2 mai, ce qu'on va faire beaucoup, ça va être à la recherche de joueurs. On est en train de promouvoir notre programme de hockey à Marcel Landry. Cette année, on s'est fait connaître. On a essayé de laisser des traces aux gens autour de nous parce que souvent, les parents ont des questions, sont sceptiques parce que c'est un programme qui est nouveau. Ils se posent toujours la question s'ils font toujours le bon geste, on y va-tu, on y va pas, on reste au hockey civil. Par contre, cette année, avec une 2e équipe, on a senti beaucoup de questionnements au niveau des parents.
Puis, on reçoit des téléphones à la maison, savoir qu'est-ce que je fais pour inscrire mon garçon à l'école. Qu'est-ce que je veux? Moi, mon garçon, j'aimerais ça qu'il aille au hockey scolaire. Mais ce qui fait que le recrutement, il se fait, dans votre cas, auprès des jeunes qui sont actuellement en secondaire 1 puis qui vont monter en 2 l'an prochain? Éventuellement, ce qu'on aimerait. OK. Éventuellement, là, ce qu'on aimerait pour la prochaine saison, c'est de rajouter une équipe juvénile. Ah ouais? Une équipe juvénile, division 2, qui serait dans la région de Montréal, qui ferait une suite à notre cadet juvénile. Et si les jeunes font du hockey parascolaire, peuvent-ils en même temps faire du hockey civil ou ils ne peuvent pas faire les deux en même temps? Là? Oui. Ils peuvent, oui? S'ils sont en division 2, ils peuvent jouer quand même au hockey civil. C'est quand même assez intéressant. Puis à quelque part, c'est quasiment une primeur qu'on vous annonce, Éric, c'est que officieusement, il y a une troisième équipe qui va avoir le jour, qui est le juvénile division 2, comme Marco disait. Fait que ça commence à prendre de l'ampleur. On ne se cache pas que d'ici 3 ans, on vise à avoir 6 équipes, soit 2 au Benjamin, 2 au cadet. Puis, qu'est-ce que Marco disait, là, c'est quasi quotidien, à tous les jours, on se fait interpeller pour dire c'est quoi votre programme, qu'est-ce qui se passe, c'est-tu vrai que nanana. Fait que, tu sais, c'est merveilleux, puis l'enthousiasme est là. L'horaire convient aux parents. L'horaire du programme de hockey convient. C'est-à-dire qu'on pratique soit de 15h15 à 16h20 ou de 16h30 à 15h20 et on joue dans la semaine. Donc, les fins de semaine sont libres. Oui, les parents doivent aimer ça. Les parents doivent pas mal aimer ça. Bien, puis l'autre chose, c'est que le jeune arrive à la maison. Ouais. Il y a eu un temps de devoir vu qu'il n'était pas sur la glace. Puis même s'il en reste un peu à la maison à faire, puis c'est terminé, les parents n'ont pas à ressortir en soirée. Puis surtout quand tu es rendu midget, c'est 9h30, 10h les pratiques. Bien, vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Félicitations pour cette belle saison. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que le Complicité et guide de loisirs, on l'a distribué à vos portes dans le Publisac, mais également c'est sur le web. Pour obtenir les renseignements, vous avez l'adresse Internet au bas de l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on vous rappelle bien sûr qu'à tous les dimanches matins à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix et une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.